Mais pourquoi nous n'avons pas de la liquidité dans notre économie aujourd'hui? Récemment, j'ai écouté un éminent économiste en Guinée, un certain docteur Kake. Je ne le connais pas bien pour vous dire la vérité, mais il a abordé le sujet et il a souligné un point fondamental que j'avais déjà souligné sur votre plateau, mais vous avez reçu depuis lors beaucoup d'autres acteurs qui vous ont donné plusieurs autres raisons. M. Kake a dit que l'une des raisons principales, c'est parce que durant la moitié de l'année 2023, oui, bien en 2023, le gouvernement dans notre pays avait pris 5 000 milliards de réserves obligatoires à notre banque centrale. C'est là que la crise a commencé. Et je vais très vite expliquer pourquoi. Les réserves obligatoires, c'est un instrument de notre banque centrale. Ceux qui nous écoutent savent ou doivent savoir que le rôle d'une banque centrale, c'est justement à tout moment, à tout instant T de la vie de notre économie, de décider quelle est la quantité suffisante d'argent qui doit être dans notre économie. C'est son rôle fondamental. C'est pour ça que la Banque centrale est là. Il faut qu'elle décide à chaque fois quelle est la quantité d'argent suffisante. L'instrument qu'elle utilise pour ça, ce sont ces réserves obligatoires-là. Ces réserves obligatoires, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'à chaque fois que la Banque centrale observe dans notre économie qu'il y a beaucoup trop d'argent au point de causer de l'inflation, elle dit aux banques primaires, écoutez, envoyez une certaine quantité de l'argent que vous avez, des dépôts que vous avez auprès de la Banque centrale, je vais garder ça ici auprès de moi. À chaque fois que la Banque centrale observe qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans l'économie, elle dit aux banques, je vous rends l'argent que vous m'avez donné. Donc vous voyez, c'est comme ça que la Banque centrale jugule pour mettre suffisamment d'argent dans l'économie ou moins d'argent dans l'économie. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la moitié de l'année 2023? Je rappelle que nous étions en pleine période de transition. Le général Mamadi Doumbouya avait défini des priorités présidentielles. Et il fallait financer ces priorités présidentielles. Le seul problème, c'est que nous étions en période de transition, donc le financement extérieur n'existait pratiquement pas. Les investisseurs ne sont pas pressés de venir en Guinée durant cette période. Alors on a demandé au ministre des Finances de l'époque, un certain monsieur Moussa Sissé, il me semble, de trouver le montant pour financer ces projets présidentiels. Et à l'époque, je me suis insurgé sur les réseaux et j'avais même fait une publication à ce sujet. Le premier recours que le ministre des Finances a conseillé le président Mamadi Doumbouya de prendre, c'est de dire de toucher les réserves obligatoires à la Banque centrale. Ça ne se fait pas. À l'époque, je l'avais martelé, je l'avais dit, et j'avais même conseillé à l'époque le général Mamadi Doumbouya à travers mes écrits, pour dire que quiconque vous conseille de toucher aux réserves obligatoires pour financer des projets présidentiels, c'est quelqu'un qui met à risque toute votre ambition au cours de cette transition. À l'époque, je rappelle que les réformes structurelles avançaient bien, le pays était sur les rails, la lutte contre la corruption fonctionnait bien. Mais à partir du moment où le gouvernement a pris les 5 000 milliards de francs guinéens de réserves obligatoires, pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, 5 000 milliards, c'est environ 600 millions de dollars. Ces 600 millions de dollars appartiennent aux banques primaires. Ça n'appartient pas à la Banque centrale. Ça appartient aux banques primaires. Donc, la Banque centrale est supposée rendre ça aux banques primaires. Mais le gouvernement a fait une entente pour prendre ces 600 milliards de dollars comme étant l'argent qu'ils ont besoin pour financer les projets présidentiels. Donc, on se comprend à ce stade, M. Ba, que les 5 000 milliards ne sont plus à la Banque centrale. La Banque centrale ne peut plus prendre cet argent pour dire aux banques, je vous rends un montant pour juguler si jamais il y a une crise. Donc, ce montant n'existe plus à la Banque centrale. Désormais, ce montant est avec le gouvernement. Donc, voici la première raison de la crise de liquidité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre Banque centrale, le seul levier, le levier le plus important qu'elle avait pour réguler une potentielle crise de liquidité, elle ne l'a plus ou elle ne l'a pratiquement plus. Voyez-vous? Parce que l'argent est avec le gouvernement. Et le gouvernement ne rend pas l'argent aux banques. Le gouvernement a une entente de financement avec les banques. C'est par année ou par trimestre que le gouvernement va rendre l'argent aux banques. Donc, en attendant, si tout se passait bien dans notre pays ou dans notre économie, à la rigueur, on pouvait se dire que tout allait bien fonctionner. Mais il y a un élément additionnel qui s'est produit, qui a fait en sorte que nous sommes dans cette crise de liquidité. On a dit que le fusible a été enlevé à la Banque centrale, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà pourquoi je suis un peu étonné, je dois vous avouer, M. Ba, je suis un peu étonné dans l'analyse qu'on fait de la situation. Aucun acteur pratiquement ne parle de l'élément le plus important qui a provoqué ou qui a précipité la crise de liquidité. Et cet événement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international, dans leur rapport qui a été publié au mois de mai 2024.
Le Fonds monétaire international nous dit que l'explosion du dépôt d'hydrocarbures a coûté à notre pays 1 point de PIB. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette situation. Pourquoi? Parce que vu que ce montant a disparu dans le pays, normalement, le rôle de la Banque centrale, c'est de dire immédiatement pour juguler la crise, les 5 000 milliards, je dis aux banques que je vous donne votre argent. Mais la Banque centrale n'a plus ces 5 000 milliards. C'est le gouvernement qui a ces 5 000 milliards. Et le gouvernement ne va pas donner immédiatement aux banques cet argent parce que cet argent-là, c'est une entente de financement sur plusieurs années. Vous comprenez? Donc, la Banque centrale n'a pas d'instrument. Même si la Banque centrale, et parce que je l'ai vu à plusieurs reprises, le gouverneur de la Banque centrale dire qu'il va amener des conteneurs d'argent. Et on en envoie toujours. Si la Banque centrale amène des conteneurs d'argent, elle ne va pas donner de l'argent gratuitement aux banques. Sinon, vous êtes d'accord avec moi que nous 6 qui sommes là, on va aller créer une banque et asseoir que la Banque centrale nous donne de l'argent gratuitement. La Banque centrale ne va donner de l'argent aux banques que l'argent qui appartient aux banques. Même si elle amène des conteneurs d'argent, elle ne distribue pas aux banques. Donc la Banque centrale est prise, les mains liées, elle ne peut pas agir à partir des banques du pays. La seule manière pour la Banque centrale d'agir maintenant, c'est tout simplement la planche à billets. L'argent qu'il importe, c'est le gouvernement. Parce que la Banque centrale ne fait pas affaire directement avec les acteurs économiques que nous sommes, avec les opérateurs économiques, avec les investisseurs. L'argent que la Banque centrale importe, elle ne peut l'injecter dans l'économie qu'en finançant des projets du gouvernement. Et on a dit tout à l'heure que ça, c'est la planche à billets. Ça ne résout pas le problème. Donc, voyez-vous, M. Ba, la raison pour laquelle nous sommes dans cette crise de liquidité, c'est parce que, tout simplement, premièrement, on a touché au levier essentiel qui allait permettre à la Banque centrale d'agir. Deuxièmement, il y a eu l'explosion du dépôt d'hydrocarbures. Je vais terminer là-dessus. L'explosion du dépôt d'hydrocarbures, je vous ai dit ce que ça veut dire dans l'économie réelle. La disparition d'une forte quantité d'argent, plus de 2 années de richesse que nous créons, qui disparaît du jour au lendemain. Mais pour les banques, qu'est-ce que ça veut dire? Les banques, n'oubliez pas que l'acteur, les pétroliers qui vont commander et importer du carburant, comment ils font? Ils vont voir leur banque pour dire à leur banque, je vais acheter telle quantité de pétrole, disons, aux Émirats arabes unis. Je veux que tu me donnes une lettre de crédit, je vais aller présenter ça à mon fournisseur. Lorsque le pétrolier arrive chez le fournisseur, il dit au fournisseur, je veux telle quantité d'argent, mais je vais te rembourser seulement dans 90 jours ou dans 120 jours. En attendant, voici une lettre de crédit. Qu'est-ce que dit la lettre de crédit? La lettre de crédit de la banque, elle dit que si jamais, et elle dit au fournisseur, si jamais le pétrolier ne vous paye pas, moi, avec cette lettre de crédit, je peux vous payer. C'est comme une assurance. Alors, imaginez, M. Ba, on importe alors le carburant. Avant de le distribuer et de le revendre pour récolter l'argent nécessaire qui nous permettra pour moitié de rembourser le fournisseur, boum, ça a disparu. Donc, c'est comme un simple commerçant. Lorsque vous allez acheter, par exemple, un paquet de sucre chez votre fournisseur, normalement, vous savez que vous allez rembourser votre fournisseur dans 90 jours après avoir vendu le paquet de sucre au détail. Mais avant de le vendre au détail, le paquet de sucre a pris feu. Donc, maintenant, les banques, elles se posent des questions. Elles se disent, la lettre de crédit, donc je serai obligé de l'honorer si le pétrolier n'est pas en mesure de rembourser le fournisseur. Ce qui fait que les banques, immédiatement, elles se sont dit, premièrement, le gouvernement ne va pas nous rendre nos 5 000 milliards. Deuxièmement, il est possible que les fortes sommes qui ont permis d'importer le pétrole, que ce soit nous qui payons cet argent. Donc, elles ont commencé à dire à leurs clients, écoutez, nous faisons face à une situation, nous préférons mettre des provisions, on va limiter désormais l'argent que chacun peut retirer jusqu'à ce que toute cette crise soit réglée. Donc, c'est un comportement rationnel des institutions financières. Alors, on a entendu beaucoup d'arguments. Certains disent que, bon, oui, c'est vrai, il y a des problèmes structurels, c'est-à-dire les arriérés du gouvernement, il faut les payer, c'est vrai. Ça va injecter de l'argent dans l'économie. Il y a le secteur informel, c'est vrai. Il faut faire en sorte que les gens n'utilisent plus l'argent cash, etc. On a entendu tout ça. Et vous êtes d'accord avec moi que tout ça, ça existe dans l'économie de notre pays depuis plusieurs années. On n'a pas connu de crise de liquidité. Donc, les véritables raisons, c'est celles que je viens de vous dire, tout simplement parce qu'on n'a pas bien géré l'explosion du dépôt d'hydrocarbures. Aujourd'hui, on se retrouve à la situation. Naturellement, on pourrait parler de solutions, mais c'est celui-là le véritable diagnostic. Maintenant, pour répondre à la question de M. Baldé, M. Baldé disait que le gouverneur de la Banque centrale dit souvent que nous avons de la liquidité, ou j'ai pas compris, M. Baldé, c'est-à-dire que nous avons de l'argent mais pas de liquidité, c'est bien ça? Oui. Oui, non, naturellement, c'est-à-dire que pour une part, c'est vrai.
C'est vrai qu'il y a de l'argent dans le pays, dans la mesure où nous avons aujourd'hui un très grand créancier dans le pays, qui est le gouvernement. Donc, si le gouvernement rembourse l'argent qu'il doit aux contractants, l'argent qu'il doit aux banques, on n'aura pas de problème. Mais oui, effectivement, je dirais qu'on peut le dire, mais ça n'a aucun sens que le gouverneur de la Banque centrale le dise. J'avais dit à l'époque que le gouverneur de la Banque centrale qui a collaboré avec le ministre des Finances pour enlever ces 5 000 milliards de la Banque centrale, il fallait le limoger. En tout cas, M. Mamadi Doumbouya, je ne comprends pas comment il s'entoure des acteurs qui vous ont conseillé une situation qui a provoqué cette crise. Il a encore ces acteurs autour de lui. Parce qu'il paraît que M. Moussa Sissé est désormais conseiller du président. Le gouverneur de la Banque centrale est toujours de la Banque centrale. Il faut se débarrasser de ces gens, créer un comité de crise qui va suivre sérieusement cette crise. Il y a des solutions, on pourrait en parler. Je vais ajouter ceci. Que répondez-vous à ceux qui disent, par exemple, qu'il y a le train de vie de l'État, il y a la corruption, il y a les dépenses extra-budgétaires. On a vu comment les élections se passent, comment on donne de l'argent, comment on sort l'argent, on dépense pour que l'achat des consciences. Que répondez-vous à ceux qui pensent à cela aussi? Oui, c'est de très bonnes questions. Vous voulez savoir les questions de corruption, le train de vie de l'État? Bien entendu. C'est-à-dire que la première responsabilité d'un gouvernement, comme celui que nous avons aujourd'hui en Guinée, dans la gestion de cette crise de liquidité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que, effectivement, la corruption, entre guillemets, mais en réalité, le train de vie de l'État, on arrive à mobiliser le maximum de ressources internes possibles au niveau du trésor public. Pourquoi c'est important? Ce n'est pas parce que le trésor public va permettre de donner l'argent aux citoyens. C'est parce que lorsque le gouvernement est capable de mobiliser l'argent le maximum qu'il peut, il va recourir de moins en moins au système bancaire. Donc, on va laisser le système bancaire tranquille pour les opérateurs économiques, pour les investisseurs privés et pour les citoyens. Mais le gouvernement guinéen, vous l'avez dit tout à l'heure, tous les directeurs, tous les ministres, si vous rentrez dans leur bureau, chacun a des liasses et des liasses. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, il y a des fuites qui ne permettent pas aux recettes de l'État d'être optimales. Voilà pourquoi le gouvernement recourt très souvent au système bancaire, alors que le système bancaire est supposé être destiné au secteur privé ainsi qu'aux citoyens dans leurs activités ordinaires. Donc, je suis totalement d'accord, M. Baldé. La lutte contre la corruption doit se poursuivre. Elle avait bien commencé au début de la transition. À un moment donné, ça a flanché. Il faut resserrer les trous, mobiliser l'ensemble des ressources que nous pouvons avant de pouvoir demander des comptes aux citoyens, aux opérateurs économiques qui se débrouillent sur le terrain en Guinée. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais ce n'est pas suffisant. On a dit que la corruption a existé dans notre pays depuis toujours pratiquement. Et je me rappelle que depuis le début des années 2000, la Guinée est citée parmi les pays les plus corrompus en Afrique. Donc, c'est comme si ça fait partie des paramètres structurels de notre économie. Il faut réellement, pour faire face à cette situation, que l'État rembourse les montants qu'il doit aux contractants qui sont sur le terrain. Il y a des milliards et des milliards d'arriérés dans ce sens-là. Et puis, les 5 000 milliards des banques primaires, si l'argent là était au sein de la Banque centrale allait tout de suite donner aux banques primaires cet argent. Mais le gouvernement, lui, il ne va pas le donner tout de suite parce que lui, il veut le rembourser petit à petit. Maintenant que la transition est terminée et que le gouvernement a accès à des financements extérieurs normalement, donc, ça doit permettre au gouvernement de très vite accélérer le remboursement des contractants, de rendre, s'il le faut, avec une clause de déviation, un montant conséquent des 5 000 milliards au système financier de notre pays. Ça va permettre de rassurer et de fluidifier le système financier. Et en ce moment-là, les populations vont commencer effectivement à poursuivre les activités normalement, ce qui permettra de créer de la richesse. Parce que c'est ça la finalité en réalité.